Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Ce mois-ci, on commence avec Mindhunter, donc la saison 2, vu qu'on s'était quitté le mois dernier avec la saison 1. C'est le guide barbu en mode montage qui vous parle. Donc oui, non, on s'était pas du tout quitté le mois dernier sur la saison 1 de Mindhunter. C'est aussi ça le problème quand il y a un mois qui passe et qu'on fait des vidéos, on se souvient pas bien de ce qui s'est passé avant. Bon bref. Je vais vous parler un peu de la saison 1. Donc on retrouve bien l'ambiance et l'atmosphère si pesante que Fincher adore donner à ses thrillers, notamment grâce à l'image. D'ailleurs, c'est lui qui va donner le ton à la série à ce niveau-là. On retrouve justement un peu cette coloration qu'on a dans Zodiac, pour ceux qui l'auraient vu. Voilà. Donc, c'est pas étonnant vu que cette série tourne elle aussi autour de tueurs en série. Donc, on reconnaît bien ça. Le casting est vraiment cool. L'acteur principal, c'est Jonathan Groff, que je connaissais pas avant. Par contre, il est accompagné de Holt McCallany, qui est très bon, qu'on a vu dernièrement dans Justice League, même si c'était pas sa meilleure prestation, surtout que c'était, il me semble, dans la version Whedon, mais bon, peu importe. Mais il y a également Anna Torv, qu'on avait vu dans Fringe, qui était vraiment très bien. Voilà. Et du coup, c'est un plaisir de la retrouver ici. Il y a d'autres acteurs secondaires qui sont plus ou moins intéressants, en tout cas qui sont bien castés par rapport à leur rôle. Voilà. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur la saison 1, si ce n'est que, bon, oui, c'est toujours la même histoire que ce que je vais vous dire pour la saison 2. En gros, voilà, on a un agent du FBI qui va initier le mouvement, donc pour le profiling, méthode d'enquête révolutionnaire à cette époque, vu que ça n'existait pas encore. Forcément, c'est pour ça que Anna Torv est là, parce qu'elle joue donc Wendy Carr, qui elle va donc être le quotient, on va dire, intellectuel, si je puis dire, puisque elle est psychiatre, et on va voir ce que cela va donner. Eh ben, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que ça reste une série donc de qualité. On retrouve toujours la patte de Fincher derrière la réalisation et tout ça, même si ce n'est pas forcément lui qui réalise tous les épisodes. Voilà. Que vous dire de plus, si ce n'est que j'attends impatiemment la saison 3, que j'espère qu'il se fera un de ces jours, parce qu'on sait très bien que pour l'instant, Fincher a un contrat d'exclusivité avec Netflix, et que à cause de ça, il réalise plutôt des films pour eux que de nouvelles séries. Donc voilà. On verra ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, là, c'est encore une saison de qualité. Donc toujours 10 épisodes de 53 minutes. Ça ne change pas. Bref, je vous laisse la découvrir si ce n'est pas encore fait. Et on passe à la suivante. Mixte, donc une série française, le premier succès même on pourrait dire de Prime Video, pour en tout cas les productions françaises, parce que jusque là c'était vraiment pas ça, si vous vous rappelez bien. Bref, en tout cas donc les épisodes font dans les 40 minutes, il y en a 8 donc pour cette première saison. Ça va assez vite et justement c'est peut-être le seul point négatif de cette série, c'est que la saison passe rapidement et on a envie de voir la suite très très rapidement, et donc pour l'instant on ne sait pas encore quand la saison 2 se fera. Il me semble que les créateurs de la série avaient un plan sur un nombre de saisons défini. Alors, je sais plus si c'est 3 ou 5, je sais que c'est un nombre impair, enfin bref. Mais en tout cas, ça c'est plutôt pas mal. Normalement ça doit arriver jusqu'à justement mai 68, donc jusqu'à ces événements. C'est un peu le principe enfin l'objectif qu'ils se sont donnés en tout cas. Et ce serait peut-être pas mal, parce que pour l'instant en tout cas chaque personnage est bien construit, que ce soit dans le camp des élèves que dans celui des professeurs. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont traitées par rapport à l'époque donnée, et c'est ça qui fait justement toute la finesse de cette série. Pour rappel, ça se passe donc en 1963 en France, dans un petit patelin où donc il y a les filles qui vont arriver donc au lycée, et donc dans un lycée qui normalement est de garçons, donc voilà, les lycées mixtes arrivent pour la première fois. Et en plus, dans ce lycée en particulier, il n'y a que une dizaine de filles qui est accueillie. Cette petite proportion de filles va vraiment bouleverser justement
le quotidien des élèves, entre justement les garçons qui vont leur faire des mauvaises blagues et ceux qui voient ça d'un mauvais œil. Donc forcément, ça va poser nombre de problèmes, et ce, dès le premier jour. Bref, c'est ça qui est justement intéressant, de voir que ça n'a pas été si évident au début, et comment les choses vont tourner. Voilà. Bref, c'est une série que je vous encourage à découvrir, c'est sur Prime Video, allez-y. Beer Stars, donc c'est une série d'animation japonaise disponible sur Netflix. Il y a 12 épisodes de 25 minutes. Là encore, c'est une série que j'ai binge-watché, ça va très très vite, et franchement, l'animation est de qualité. Alors, on retrouve une idée à la Black Sad, c'est-à-dire que forcément, on a fait des animaux anthropomorphiques, comme aussi dans Zootopie, pour ceux à qui ça parle peut-être plus que Black Sad. Voilà. Là, du coup, on est donc dans un lycée, encore une fois, où du coup, herbivores et carnivores se côtoient. Voilà. Et justement, c'est l'un des seuls donc où ces animaux se côtoient. Normalement, forcément, ils sont séparés. Donc là aussi, cet aspect de mixité est au centre du récit. Et justement, le souci qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, un herbivore se fait dévorer. À partir de là, forcément, tous les yeux sont braqués sur les carnivores. On se demande qui a bien pu faire ça, comment un autre élève a pu manger un autre élève. C'est dingue. Et ça va pas s'arrêter là, forcément. Et ensuite, donc, un carnivore qui, lui, va tomber amoureux d'une herbivore, ce qui est aussi inconcevable. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ça avec le plus grand des plaisirs. J'espère qu'il y aura une saison 3 voire 4, voilà, que ça va continuer, parce que vraiment, c'est vraiment très très fun à suivre. Donc, Beer Stars. House of Cards. Car oui, après avoir fini Mindhunter, je me suis dit, il faut que je continue à me plonger dans cet univers que David Fincher a installé sur Netflix. Et House of Cards est quand même la première série à laquelle il a participé donc, sur Netflix. Et je me suis dit, c'est plutôt une bonne idée de continuer avec ça. Et effectivement, c'était pas bête. Donc on a 6 saisons. 5 saisons qui sont d'abord donc en 13 épisodes. Et une dernière saison, la saison 6, qui elle est en 8 épisodes seulement. Je trouve d'ailleurs que c'était un mauvais choix de la part des créateurs d'avoir fait que 8 épisodes pour cette dernière saison, mais on va revenir après. Donc, les épisodes durent 52 minutes. On suit donc la carrière politique de Francis Underwood et de sa femme Claire. Et donc, on les voit justement monter les échelons petit à petit. Donc, avec forcément de la manigance, avec même des crimes. Voilà, c'est quelque chose qui est passionnant à suivre. On adore les détester, c'est bien le principe. Et ça va aller très loin, évidemment. Et ce, dès la première saison. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la saison 6 s'est faite sans l'acteur principal, Kevin Spacey, qui a été viré du show suite justement à des accusations judiciaires qu'il avait en cours à ce moment-là. Donc du coup, ils ont dû finir la série sans lui. Sauf que c'était déjà bien amené à partir de la saison 5, ce qui a fait que la saison 6 se regarde sans déplaisir, bien au contraire. Mais le problème de cette saison 6, c'est que on sent que ils voulaient s'arrêter là. Que sans Kevin Spacey, pour eux, ça n'avait plus lieu d'être. Alors que franchement, moi, en tant que fan du show, là qu'il est regardé, donc qu'il est binge-watché sur ce mois, je trouve que ça aurait pu vraiment continuer avec le personnage de Claire, parce que c'est très bien construit et que c'est un personnage qui était vachement intéressant également, et on aurait pu poursuivre pendant encore au moins 3 bonnes saisons, et donc faire un final, ou du moins, même si on finissait avant, faire un final qui est vraiment lieu d'être un final. Car là, le problème de cette saison 6, c'est justement que la fin n'en est pas vraiment une en soi. Parce que l'arc sur Claire Underwood, lui, n'est pas fermé. Et au vu de sa position dans la série à ce moment-là, il était important de le fermer également. On a vraiment fermé à ce moment-là l'arc de Frank, mais pas celui de Claire. Alors certes, on suivait
Frank au départ, mais il était toujours associé à Claire, et pour moi, il fallait vraiment donner une fin aux deux personnages, et pas qu'à un. Voilà, je pense que je suis assez clair à ce niveau-là. Donc c'est vraiment dommage. En plus, cette saison, on sent qu'elle est rushée, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre plein de choses dedans, et qu'en même temps, on n'a pas pris le temps de le faire. Même si les épisodes sont, pour moi, dans les meilleurs du show, ben, ça reste quand même de poids de mesure, quoi. On est sur un truc, déjà, pourquoi il n'y a pas 13 épisodes, comme d'habitude, au lieu des 8 qui sont proposés, sachant qu'on sent qu'ils sont justement obligés d'aller très vite dans ce qui se passe au niveau des événements pour justement conclure rapidement ce show. Et c'est dommage, même si je maintiens que cette saison est pour moi probablement la meilleure en termes au moins des événements qui s'y déroulent, même si on sent que ça a été un peu rushé, quoi. Bon, voilà. Bref, je vous conseille vivement de la voir si ce n'est déjà fait. C'est sur Netflix. On passe à la suivante. Blood of Zeus. Donc on est sur une série de mythologie grecque où le personnage principal est un personnage inventé, mais en plus c'est un fils de Zeus, donc d'où le titre, hein, voilà, qui en plus donc est inventé, ce qui permet de construire toute une nouvelle mythologie, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'ils vont pas s'embêter de respecter oui ou non tel ou tel récit raconté qui a été X fois modifié, ils créent le leur. Et pour ça, c'est plutôt original, même si, évidemment, on tombe dans certains écueils, pour que quand même ça colle à l'esprit qu'on a, nous, de la mythologie grecque, voilà, forcément. Donc il y a 8 épisodes d'une trentaine de minutes, ça va assez vite aussi à regarder, j'espère qu'il y aura une saison 2, même si, effectivement, c'est pas la meilleure série d'animation du monde, hein, mais ça se regarde sans déplaisir, et on passe un très bon moment, en tout cas quand on aime la mythologie. Donc je vous encourage à la voir. Love Victor, donc saison 2, le Victor maintenant est en couple officiel homosexuel, voilà, hein, ça y est, on y est, et donc on va découvrir que c'est pas si facile pour lui non plus d'être en couple, et que ça va poser des problèmes surtout par rapport à la vision qu'ont les autres de lui, notamment l'équipe de basketball, où les gars vont plus vouloir qu'ils se changent avec eux, et que ça va poser un vrai souci, ne serait-ce que lui il comprend pas pourquoi, je veux dire voilà, ça change pas le fait que il reste un pote avec eux et pas autre chose, et que donc voilà, puis c'est pas le fait d'afficher sa sexualité qui devrait changer ce genre de choses non plus, donc bref voilà, ça lui pose souci, du coup il va, attention, quitter justement l'équipe. Est-ce qu'il va y revenir ou pas? Je vous laisse découvrir si vous regardez cette saison 2. Hein. Voilà, il y a d'autres choses hein, aussi autour des autres personnages, même autour de sa vie sentimentale personnelle, il y a des gros changements, vous verrez. Bref, c'est une saison 2 riche en rebondissements, donc toujours sur Disney+, les épisodes, donc ça change pas, font toujours une trentaine de minutes. Et il y a toujours donc 10 épisodes. Voilà. Donc si la série vous intéresse, je vous invite à continuer donc le visionnage, parce que cette saison 2 est très bien. Moi j'ai passé un très bon moment, et j'attends impatiemment une saison 3. Disparu à jamais. Donc une mini-série adaptée d'un roman de Harlan Coben. Alors moi j'ai déjà eu la chance d'en lire un, mais pas celui-ci pour le coup. Je trouve que on retrouve bien son univers en tout cas. Je sais pas si c'est vraiment fidèle au roman, mais en tout cas on retrouve bien sa patte. Et ça déjà c'est une réussite, qu'on soit dans le même esprit. Donc il n'y a que 5 épisodes de 53 minutes. Ça se regarde très vite. Il y a un très bon casting français, hein, parce que oui c'est une série française. Elle est disponible donc sur Netflix, et il y a pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que c'est un thriller, forcément, parce qu'on est chez Harlan Coben. Hein. Donc, va y avoir une personne qui va disparaître, comme souvent aussi dans ses romans. Et donc, un personnage va vouloir, un proche, encore une fois, hein, c'est souvent ça aussi, va vouloir donc la retrouver. Voilà.
À côté de ça, il y a d'autres histoires en parallèle. Je vais pas vous en parler maintenant, ce serait dommage, parce que comme je vous dis, ça serait très vite, il n'y a que 5 épisodes, donc ce serait vraiment dommage de vous en dire plus. Si ce genre de choses vous intéresse, moi en tout cas je vous dis, vous pouvez y aller. Mare of Easttown. Donc c'est une série qui est disponible sur OCS en France, sinon c'est une série HBO, donc une série de qualité évidemment. Il n'y a que 7 épisodes vu que c'est une mini-série, donc une mini-série policière. Donc les épisodes font dans les 55 minutes. On suit donc un inspecteur de police qui bloque sur une affaire d'enlèvement, de disparition plus exactement, depuis déjà un an. En plus, forcément, comme c'est dans un petit village, elle connaît très bien la mère de la victime. Donc c'est assez pesant pour elle au quotidien. Et forcément, là, au bout d'un an, la mère, elle en peut plus. Elle relance les médias, ça refait du bruit et une nouvelle vague de disparition va avoir lieu. Mais en plus de ça aussi, des crimes. Donc, on fait appel au FBI pour l'épauler dans cette affaire, parce que forcément elle ne voit pas d'un bon œil, mais finalement ça va l'aider à se rapprocher du tueur et de pouvoir peut-être sauver certaines des victimes. Vous verrez bien. En tout cas, c'est une très bonne série. Forcément, HBO oblige. Bref, je vous encourage à la voir. On passe à la suivante. On finit avec Eden Zero, donc disponible sur Netflix. Série d'animation faite par le créateur de Fairy Tail. Il m'en fallait pas plus pour aller voir ce que ça donne. Et justement, le fait que ce soit du même créateur, ça pose quelques soucis. Donc les épisodes durent dans les 25 minutes. Il y a, pour le moment en tout cas sur Netflix, 12 épisodes, donc à savoir la moitié de la première saison. J'imagine que la seconde partie arrivera d'ici peu, je l'espère en tout cas. Donc je vous disais, ça apporte quelques soucis. Vu que c'est le même créateur que Fairy Tail. Et justement, on va retrouver ces character design qu'il avait justement dans Fairy Tail. Ce qui fait qu'on a des personnages très proches graphiquement de ce qu'on a déjà vu. En plus, à l'épisode 3, on voit carrément un caméo de Natsu et de Lucy, alors que je trouve que le personnage principal féminin déjà ressemble à Lucy comme deux gouttes d'eau. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, pire que ça, il y a même certains personnages qui vont jusqu'à reprendre le même nom que ceux qu'ils ont dans Fairy Tail, à savoir Happy qui garde le même nom, mais également Erza qui devient Erzi. On est quand même vraiment pas loin. Et c'est justement quelque chose que je trouve un peu dommage. On a l'impression que il a fait ça pour se faciliter la vie. Et c'est un peu dommage, voilà. Hein, je le redis encore une fois, mais c'est vrai. Il va pas chercher plus loin, il va pas chercher à créer justement un univers plus riche à ce niveau-là, alors que on sait qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je vous invite à y aller. Après, le truc, c'est donc là, forcément, au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose de, quand même de différent, même s'il y a quelques similitudes. Bon, déjà, on va garder les guildes, même si elles n'ont plus rien à voir avec celles de Fairy Tail. On garde cette idée quand même en tête. Et on a toujours un duo féminin-masculin qui va être la tête de cet univers, avec toujours Happy dans leurs pattes aussi. Hein. Voilà. Donc ça, quand même, c'est la même base. Et à partir de là, donc, on se retrouve dans un univers de science-fiction à la Albator. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé, parce que j'aime beaucoup Albator, et que je me suis dit, mais même là, au niveau des designs de certains vaisseaux, on est sur du repompage à 300% d'Albator. Le gars n'a vraiment aucune inventivité, ça m'énerve. Et même au niveau de l'histoire, ça ressemble beaucoup plus à du Albator qu'à autre chose. Et donc j'étais là, ok. Donc on va voir jusqu'où ça va aller par la suite. Mais j'ai l'impression que le gars, il s'est pas foulé quoi. Hein. Après, je dis pas, hein, ce mélange est plutôt agréable à suivre. Mais c'est dommage. Encore une fois, hein, ça va être le maître mot sur Eden Zero. C'est dommage. Voilà.
Même si c'est pas mauvais, il y a quand même beaucoup de choses qui font que. Hein. Bref, si vous aimez ces univers-là, ça peut vous plaire. Si toutefois vous avez à passer outre toutes ces références qui sont pour moi trop visibles, trop présentes. Bref, Eden Zero, c'est sur Netflix. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!